On parle aujourd'hui d'odeur de bouche ou de mauvaise haleine. Il y a des personnes, vous savez, qui sont avec vous, mais elles ont de la bouche qui sent. On ne sait pas pourquoi, ça sent mauvais. Alors, soit elles mangent beaucoup d'oignons la nuit, ou alors c'est une odeur naturelle qui vient du plus profond des entrailles. On en parle dans votre émission préférée. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Presséa, partagez des moments fruités. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission indispensable à votre épanouissement, à votre élévation, à votre foi, à votre spiritualité, à votre développement personnel et à votre santé. On applaudit. Wow, comment ça va les filles? Yeah! Ça va bien? Oui. Et toi? Ouais, ça va. La petite chinoise du jour. Oui, j'avoue. C'est vrai, j'avoue. Le kimono. Et puis c'est fini, hein? Ah non. Tu vois, non? Les filles, vous savez, on a un superbe thème et franchement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se sentir concernées. Oh. C'est un thème, souvent c'est un peu tabou, on se sent honteux de dire à quelqu'un qu'elle a une mauvaise haleine, on a honte de dire aux gens, on sent et puis on attrape notre queue. Mais comme dans cette émission, on dit haut et fort ce que tout le monde pense tout bas, on va dire aujourd'hui que les gens, leur bouche sent mauvais et on va essayer de trouver une solution avec ces personnes-là. Et du coup, on a des spécialistes sur ce plateau et pas des moindres. Nous avons les meilleurs dans leur spécialité. On va applaudir d'abord le docteur Eounou Romuald qui est dentiste. On a le jeune dentiste. Comment ça va, docteur? Ça va très bien, vous, Kadi. Ça va, merci. C'est un plaisir de vous avoir. De même, partagez. D'accord, très bien. Donc, on va parler un peu d'odeur de bouche sans faux fuyant. Hein. D'accord. Voilà, il ne faut pas avoir honte. Hein. Donc, voilà, il faut dire les choses. Si elles ont mangé saucisson, tout ça, il faut tout dire, d'accord? Alors, nous avons ensuite le docteur Elamine Milad. Elamine Milad. Yasmina, tu vas parler un peu en libanais? Ça va? Ça va. Voilà. C'est ça. On commence par le chinois, on finit par le libanais. C'est ça. Hein, chers collègues, j'ai l'impression qu'on s'est trompé de plateau. Sommes-nous à Abidjan? Voilà, c'est ça. Nous sommes à Abidjan et partout dans le monde en même temps. Non, mais je pense que c'est vraiment un honneur et un privilège d'être avec vous. Mais après avoir assisté à quelques émissions, bon, je crains le pire quand même. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Vous êtes très sympathique. Vous êtes un jury redoutable. C'est vrai? Non, ça va aller, on va y aller doucement. On va y aller doucement. Alors, docteur Amine, nous sommes très, très heureuses d'être avec vous. Vous êtes ORL, otorino-laryngologiste. Absolument. D'accord, très bien. Je vais en même temps poser la question, ORL, c'est quoi? Enfin, en français, vraiment terre à terre, pour que tout le monde puisse... Nez, gorge, oreille. Voilà, tout ce qui concerne le nez, la gorge et les oreilles. Le nez, la gorge et les oreilles. Donc, on a le dentiste, nez, gorge et oreille. Et ensuite, nous avons le docteur Aoussou Dieko Henri. Monsieur Dieko Henri, comment allez-vous? Ben, ça va très bien, et vous? Ça va? Un plaisir de vous avoir. On nous a beaucoup parlé de vous, en tout cas. Oh. Oui. Aoussou, c'est Baoulé, alors? Aoussou, oui. Oui, en quelque sorte. On ne sait pas. Ça, c'est Aurélie qui devait dire ça, ouais. Ça, c'est Aurélie. Chacun cherche pour lui à bien. Alors, docteur Aoussou, vous êtes gastro-entérologue. Je pose la même question. Gastro-entérologue, c'est quoi exactement? Alors, je suis mes deux confrères. Je m'occupe du ventre. Donc, après la gorge, tout ce qui concerne le ventre, de la gorge jusqu'au derrière.
Ah, Voilà. d'accord. Derrière comment, docteur? Ah, mais c'est qu'il y a beaucoup de choses à dire. Jusqu'à la fin. Non, mais... Jusqu'à la Parce que fin. non, peut-être il va me donner la Du supposition. début à la fin. Voilà. Voilà, il est l'alpha et l'oméga. Voilà. Très bien. Alors, je vais en même temps profiter pour poser la question rapidement aux Ivoiriens. Comment faire savoir à son ami qu'elle a une mauvaise haleine? On écoute certaines réponses. Pour mon avis personnel, moi je lui dirais tout simplement, il dirait, chérie, il s'avère que tu dois avoir des problèmes un peu gastriques qui font remonter des gaz. Donc il va falloir que tu essaies de corriger ça. Sinon ça va te créer un peu des problèmes à la longue. Voilà, c'est comme ça que je vais lui dire. Et je tâcherai à lui dire, ce n'est pas parce que je veux te parler mal, mais c'est pour juste te préserver, afin que tu ne sois pas humilié un jour quelque part pour quelqu'un qui ne saura pas te dire ça. Comme si entre nous, il faut prendre ça comme ça. Vu qu'il est mon chéri, c'est simple. Hein? Quand c'est ton chéri, vous vous taquinez. Donc, tu mets dans l'amusement. Ah, peut-être tu dis, ah, un exemple, bébé, tu as mangé poisson aujourd'hui, là, vraiment, ton haleine, c'est bizarre. Hein? Donc, tu vois. Donc, tu profites dans ça pour lui dire, non, dans mes 2 jours là même, là, tu manges quoi même? Ton haleine, là, c'est un peu bizarre, faut changer. Tu vois, donc c'est dans l'amusement et puis, bon, tu peux dire. Parce que si tu lui dis ça comme ça, il va se sentir offensé, c'est pas bon. Il a fait d'une manière de telle sorte qu'on trouve des remèdes, tu vois, non? Comme par exemple les bains de bouche et autres. En tout cas, on va aller à l'hôpital. Si ça, c'est pas dans son ventre aussi, là, ils vont nous dire que c'est dans son ventre. Et bien, traiter. Pour un ami ou une camarade qui a une mauvaise haleine, sans la frustrer ou bien le frustrer, je lui dirais que j'ai une pâte que moi j'utilise, voilà, qui donne de bonnes haleines et qui élimine aussi les caries. Et donc, il va lui proposer cette pâte afin qu'elle puisse s'en procurer. Au niveau du ventre, dans ce cas-là, je conduirai cette camarade ou bien cet ami-là vers comme on appelle, un médecin dans ce domaine-là, afin qu'il puisse traiter cette maladie et puis et qu'elle puisse se rétablir pour une fois de bon. Ouais, pas mal. Alors, on va commencer par vous, docteur Romuald. Au premier abord, quand on dit qu'une personne a la bouche qui sent mauvais, on se dit que c'est parce qu'elle a un problème avec les dents. On se dit que c'est parce qu'elle a mangé quelque chose. D'accord. Est-ce que c'est vrai? Pas forcément. D'accord. Parce que là, nous sommes en présence de beaucoup de spécialistes, donc il y a plusieurs niveaux de traitement. Mais c'est vrai qu'au premier abord, quand quelqu'un a une mauvaise haleine, il a tendance, on lui conseille d'abord d'aller voir un dentiste pour qu'il gère s'il y a des causes à son niveau déjà. Et quand ça c'est fait, si ça persiste, évidemment, on réfère le patient aux collègues ici qui sont présents. Et c'est quoi qui peut être le problème au niveau des dents? Au niveau des dents, si on doit parler de causes, déjà, je tiens à dire un truc par rapport à ce qu'on a vu précédemment, qu'il faut qu'on soit complètement décomplexé sur ce sujet-là. Parce qu'il n'y a personne qui a une bonne haleine sur les 24 heures. C'est absolument impossible. Déjà, en se réveillant, parce qu'il y a une mauvaise haleine physiologique, quand on se réveille, on a tous un peu une mauvaise haleine. Bien vrai qu'il y a 2 catégories de personnes, ceux qui sont capables de faire évanouir certaines personnes et puis les autres. Mais en tout cas, dès le réveil, déjà, on remarque qu'il y a une mauvaise haleine de façon physiologique. Maintenant, si on doit s'en tenir aux causes au niveau de moi, dentiste, je vais d'abord vous parler de la mauvaise hygiène buccale. D'accord, c'est le fait de ne pas bien se brosser les dents, de ne pas bien mettre en place les gestes qu'il faut. Donc déjà, ça peut entraîner des caries. Donc les caries sont responsables de la mauvaise haleine, de même que le tartre, qui peut avoir différentes couleurs, jaune, vert, noir, etc. Il y a aussi le non-brossage de la langue, parce que certaines personnes disent qu'on ne se brosse pas la langue, et je les comprends, parce qu'ils le disent dans un souci de protection de la langue, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à utiliser des brosses à dents à poils très durs et de brosser la langue comme s'ils brossaient les dents. Donc du coup, au niveau de la langue, on a quand même des petites structures qui nous permettent de sentir le goût, etc. Donc si tu brosses la langue comme si tu brosses les dents et avec un instrument dur, tu vas détruire ces structures-là. Donc, mais on brosse la langue parce que la langue retient autant les débris et la décomposition alimentaire
que les dents. Donc, D'accord. déjà, caries, tartre, mauvaise hygiène en général, mais il y a aussi l'alimentation. Là, parce que si tous les jours, vous mangez de l'ail, surtout le soir, avant de se coucher, soi-disant parce que ça soigne le cœur, etc., forcément, au bout d'un moment, ça va commencer à vraiment imprégner la cavité buccale et ce sera difficile de s'en séparer, quoi. D'accord. Il faut quoi alors pour qu'une hygiène buccale soit complète? Les différentes étapes. Qu'est-ce qu'il faut utiliser concrètement en dehors de la brosse à dents, par exemple, pour améliorer son hygiène? Alors, en dehors de la brosse à Et dents... du dentifrice. D'accord, mais déjà, on va commencer... Quel genre de dentifrice? Oui, bien sûr. Mais on va commencer déjà par la brosse à dents parce que c'est très important. Ouais. Il faudrait que vous ayez une brosse à dents avec une petite tête. Parce que les grosses pagaies, là, comme je dis souvent, vous n'allez pas pouvoir les utiliser parce que plus la tête sera grosse, plus vous allez avoir des difficultés à arriver dans des zones de la bouche, surtout derrière les dents de sagesse, etc. Donc, il faut une petite tête. Il faut que les poils soient vraiment mous. Ouais. Donc, si tu prends ta brosse à dents, que tu appuies dessus, que tu sens une forte résistance, je te dis que toi et les toilettes, vous avez un peu le même instrument de carrément. Oui, ça, vraiment, parce que ça va créer beaucoup de problèmes au niveau des dents. Parce que ça va, surtout si vous brossez très mal, scier les dents. Il y a certaines personnes qui se reconnaîtront des gencives qui ont tendance à descendre un peu. Donc, vraiment, il faut une brosse à dents avec les poils souples. Pourquoi, excuse-moi, pourquoi des grosses marques de brosses à dents, justement. Elles font des brosses à dents dures et le public a tendance à croire que voilà, plus la brosse à dents est dure et plus ça va nettoyer au niveau dentaire et gingival, alors que c'est le contraire. Oui, c'est le contraire. Et même large aussi, parce qu'ils font maintenant la promotion de brosses à dents beaucoup plus grosses comme ce que vous ne voulez pas qu'on utilise. Oui, Absolument. mais ça, je pense que le problème, il est vraiment très haut. Je ne saurais dire exactement quel est le problème, mais c'est sûr et certain, vous devez utiliser une brosse à dents à poils souples ou bien au pire médium. C'est-à-dire que c'est ni trop dur, ni trop mou. Mais forcément une petite tête. Oui, une petite tête, ce serait l'idéal, parce que ça te permet d'arriver partout dans la bouche. Ce qu'on voit à la boutique, là, c'est pas ce qu'on voit à la boutique, là. Il faut éviter, quoi. Ah bon, hein? Ouais. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont à but commercial. Voilà, commercial. Et les brosses électriques, parce qu'elles ont des petites têtes aussi. Oui, les brosses à dents électriques, pas de souci, tant que vous savez la manier et tout, parce que c'est pas parce qu'on utilise une brosse à dents électrique qu'on doit se passer des mouvements nécessaires. Voilà. Mais pourquoi est-ce que la carie contribue ma question, La question n'a pas été répondue, en fait. On va essayer d'aller doucement pour qu'il puisse répondre à toutes les questions en même temps. Oui, donc... Vous disiez après le choix de la brosse à dents, il faut le choix aussi du dentifrice et tous les accessoires maintenant. Du dentifrice, d'accord. Souvent, on me pose la question, mais je dis que ce serait faux de penser qu'un dentiste est spécialiste des pâtes dentifrice. Malheureusement, on ne les étudie même pas. Mais on sait ce que vous ne devez pas utiliser. Qu'est-ce qu'on ne doit pas utiliser? Ce que vous ne devez pas utiliser, c'est par exemple les dentifrices blancheurs, surtout ceux à base de charbon. Parce qu'ils sont très agressifs sur les dents. Après, si vous voulez utiliser un dentifrice blancheur, vous pouvez, mais vous devez garder à l'esprit que ça doit être un soin et pas votre brosse à dents. Parce que les dentifrices blancheurs ont un mode d'action qui ne vous est pas souvent expliqué, c'est que ça fait aussi un effet de ponçage sur les dents, comme avec le bois. Voilà, donc si vous voulez gagner quelques teintes de blanc en plus, vous pouvez l'utiliser pendant un mois tout au plus et changer. Maintenant, quant au choix de votre pâte dentifrice, ce que vous devez choisir la pâte dentifrice qui vous sied. Seulement, il faut garder une certaine teneur en fluor qui est de 1500. Si vous prenez une pâte dentifrice que ça dépasse les 1500... Non, il n'y a pas tout ça, la vraie. Oui, mais il faut regarder. Parce que quand ça dépasse les 1500 ppm de fluor, vous êtes dans le médical. C'est-à-dire des personnes qui auront des dents fragiles, etc. Là, on les orientera vers ce type de pâte dentifrice. Sinon, à part ça, vous pouvez choisir... Très bien. Oui, Aurélie va donner sa question rapidement. Vas-y. Oui, donc comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce qui fait que la carie contribue à la mauvaise haleine? Pourquoi la carie contribue à la mauvaise haleine? Une carie, ça sent mauvais. Ça sent mauvais, une carie. C'est un petit trou, normalement. Oui, c'est un petit trou, mais il faut savoir que dans la dent, il y a un nerf. C'est ce que les gens ne savent pas. Généralement, j'ai mal à la dent, un moment, ça me fait plus mal. C'est ça. Ma vie d'os, je continue.
Pourtant, le nerf va pourrir, on va dire, puisque le nerf est nécrosé, il est mort. Ouais. Donc, il va pourrir à l'intérieur de la dent. Donc, pourvu qu'il y ait un trou, vous allez voir que cette odeur-là va s'échapper. Ça remonte en fait. Voilà, ça s'échappe. Voilà. Très bien. Alors, on a un audio, un audio d'une dame, et c'est ce qui nous a inspiré justement pour cette émission. C'est une dame correcte, responsable, normale, avec un bon poste de responsabilité, mais qui se trouve avoir une forte haleine. On va écouter son témoignage en audio. Comment est-ce que j'ai appris pour mon haleine? Bon, c'est au bureau. Sinon, avant ça, par moment, mon mari me disait, non, il faut te faire de lavement de ventre. Eh bien, il faut bien te brosser. Par moment, il me disait ça, mais je ne savais pas que c'était mon haleine qui parlait. Mais je ne comprenais pas. Mais c'est au travail qu'un jour, j'étais en train de parler. Pour la première fois, j'étais en train d'entretenir une conversation avec mon patron et il a mis sa main sur son nez. Et quand il envoie des gens vers moi pour le travail, ces gens, une fois que je commence à poser avec eux, ils commencent à attraper le nez. Il y a d'autres qui crachent. Bon, c'est là que j'ai su que j'avais un problème. Bon, comment je me suis sentie? Je me suis sentie mal. C'était pas de ma faute. Si c'était quelque chose que c'était moi j'avais provoqué, là, c'était un truc. Je pourrais dire que je suis sale. Mais c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur du ventre. Et puis ça fait honte. Toi, une femme, ça fait honte. Mais je pouvais faire quoi? Je paie tous les médicaments. Je suis passée au moins dans 4 hôpitaux. Hey, pour histoire de ventre ou bien de haleine. Voilà, voilà. En même temps, puisqu'elle a parlé de ventre, on vient chez le gastro et on essaie de comprendre au dehors des dents. Parce que là, apparemment, elle, c'est pas un problème de dents, c'est un problème de ventre, comme elle l'a dit. Qu'est-ce qui peut expliquer que dans le ventre, il y a quoi dans le ventre là-bas? Dans le ventre, il y a beaucoup de choses qui peuvent provoquer une mauvaise haleine. Déjà, il y a la barrière entre l'estomac et puis l'œsophage qui ne se ferme pas bien et qui favorise des remontées. Donc, en même temps qu'il y a des remontées d'acidité qui vont aller perturber au niveau de la gorge, au niveau de la bouche et favoriser la mauvaise haleine, en même temps, ça va favoriser des remontées d'odeur au niveau de ce qu'il y a dans l'intestin. Ah, d'accord. Ça, c'est l'une des grandes causes. Il y a aussi tout ce qui est ulcères, voire même pire, des tumeurs qui provoquent, comme disait mon confrère tout à l'heure, du pourrissement. Et bien ça, effectivement, ça peut aussi provoquer une source de mauvaise odeur. Après, il y a tout ce qui peut favoriser que le transit, c'est-à-dire que les aliments restent dans le ventre, on ne digère pas bien, ça provoque ça reste dans le ventre, et dès l'instant où quelque chose reste dans le ventre, il y a du pourrissement et il y a de mauvaises odeurs. Ah, c'est compliqué. Mais est-ce que, docteur, est-ce que si on se purige, ça peut arranger les choses? Alors, avec des plantes, bon, c'est vrai qu'il y a la médecine quand même qui est là, mais traditionnelle, est-ce que ça aide aussi, un tant soit peu? Ben, ça dépend de ce que, puisque j'ai cité plusieurs causes, et ça dépend de ce que la purge va apporter par rapport à sa cause-là. Si tant est que c'est une constipation, c'est un transit c'est une digestion qui ne se fait pas bien, la purge en vidant le ventre, ça peut aider. Ah. C'est ça. Mais si c'est un ulcère, par exemple, un ulcère au niveau de l'estomac, la purge ne va pas apporter quelque chose. Est-ce que c'est vrai que les gens qui sont constamment constipés ont un problème après d'estomac et ça peut créer des odeurs? Il n'y a pas forcément de lien entre la constipation et l'estomac. Par contre, avec la constipation qui est souvent liée à ce que parce que tout le monde a des microbes dans son ventre, et c'est ce que le gaz produit par les microbes qui peuvent provoquer les odeurs. Donc, en fonction de la population qui a comme microbes et qui font que le transit ne se fait pas bien et qu'on est constipé, effectivement, ça peut provoquer une mauvaise odeur. Mais il n'y a pas de lien formel avec l'estomac. Alors, moi, je voulais te parler surtout au niveau de l'hydratation. Je sais que quand on boit beaucoup d'eau, on est moins sujet aux mauvaises haleines. Et on est dans une période quand même assez où beaucoup de personnes jeunes donc, se privent de nourriture et d'eau. Oui, c'est vrai. Voilà, donc ils se privent de nourriture et d'eau. Yassine, je suis à côté de toi. Est-ce que j'ai une mauvaise haleine? Voilà. Merci. Ça sent bon, mon bébé. Va l'embrasser. Donc, qui se privent d'eau et de nourriture, donc peuvent être sujets à la mauvaise haleine au cours de la journée. C'est ça. Est-ce qu'il y a un niveau tolérable ou est-ce qu'il faut tout de suite s'inquiéter si on est en jeûne et qu'on a une mauvaise haleine, par exemple?
Alors, le jeûne est un facteur de mauvaise haleine. C'est un facteur de mauvaise haleine parce que n'ayant plus d'aliments dans le corps, l'organisme va utiliser ce qu'il a. Il y a certains aliments, on ne va pas rentrer dans des définitions scientifiques, il y a certaines substances que l'organisme va utiliser. Et ces substances-là, ça va provoquer certains gaz qui passent dans le sang parce que dans la question de mauvaise haleine, il y a, comme la bouche, il y a l'intestin, il y a aussi les poumons. Et il y a des choses que, pendant la digestion, sont extraites du tube digestif qui passent dans le sang et qui entretiennent la mauvaise haleine. Et en jeûnant, ça peut provoquer ça. Et il y a aussi le rôle important de la salive. Je laisserai mon confrère Elamine expliquer. En étant déshydraté, la salive est un élément fondamental dans la lutte contre la mauvaise odeur. Oui, bien sûr. Et en étant déshydraté, on n'a pas beaucoup de salive et ça peut également provoquer la mauvaise haleine. Docteur, vous avez parlé, on sait que mondialement, l'ail est connu pour favoriser la mauvaise haleine. Mais à part l'ail, quels sont les aliments qui favorisent la mauvaise haleine? Le fromage. Il y a l'ail, son corollaire, les oignons. Quelqu'un qui a un régime très riche en protéines va également avoir une mauvaise haleine. Les œufs, oui. La viande. Très riche en protéines. Œufs, viande, poisson, très très riche. Ça peut favoriser de la mauvaise haleine. Parce viande, que ça, charcuterie. Fromage. Parce que l'ail, par exemple, il a une mauvaise haleine déjà localement quand il passe dans la bouche. Oui. Et ensuite, quand il passe dans le tube digestif, il y a des substances qui sont extraites, qui passent dans le sang et qu'après, les poumons évacuent. Exactement. Et comme tout s'élimine dans la même sphère, la bouche et autres, on a la mauvaise haleine. Chicha, cigarette, tout ça, c'est même bon. La cigarette est aussi un grand facteur de mauvaise haleine. On va continuer tout ça. On va marquer juste une petite pause publicitaire, le temps que vous puissiez vous connecter. Parce que quand on a parlé d'ail et tout, je sens qu'il y a des personnes qui ont écrit je vais biper telle personne. Oui, connectez-vous. Taguez-les. De retour sur le plateau des femmes d'ici, on parle aujourd'hui de mauvaise haleine ou odeur de bouche. Nous sommes avec Dr Aoussou Dieko Henry, Dr Elamine Milad et Dr Eounou. Donc on va applaudir tous les trois spécialistes. Alors, Dr Elamine, ORL, on est avec vous maintenant. Comment est-ce que le nez, la gorge, la salive peut donner mauvaise haleine? Alors, avant de rentrer dans ces détails, moi, je voudrais, avec l'autorisation de mes deux collègues, et pour le besoin d'éclaircir les choses pour les téléspectateurs, revenir un tout petit peu. Aurélie a demandé une question sur la carie dentaire, pour expliquer un peu le mécanisme de cette mauvaise odeur. Pourquoi on a une mauvaise haleine? Ce qui se passe, c'est qu'au niveau de la bouche, quand on mange, après avoir mangé, on a des résidus alimentaires. Et ces résidus alimentaires, dans la bouche, c'est la salive, justement, qui va essayer de les dégrader, d'accord, avec certaines enzymes. Et c'est cette dégradation des protéines, de ces résidus alimentaires qui sont coincés dans la gencive ou derrière, à l'arrière de la langue, etc., c'est cette dégradation qui va provoquer, bon là aussi pareil, on ne va pas rentrer dans des choses scientifiques, mais ce qu'on appelle des composés soufrés, qui sont volatiles. Donc c'est ça qui va provoquer cette mauvaise odeur. Cette mauvaise odeur, quand ce n'est pas en quantité importante, c'est pas très grave. Okay. Par exemple, on a parlé du jeûne tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle l'haleine de la faim. C'est-à-dire que quand on jeûne toute la journée, on a forcément ces petites substances volatiles qui donnent une petite odeur. Donc, c'est ça le mécanisme. Quand on a des caries dentaires, c'est pareil. Souvent, on a un bourrage alimentaire qui fait que voilà, le fait de les dégrader, ça donne des substances volatiles qui vont donner cette odeur. Alors, la mauvaise haleine, c'est quand ces substances volatiles sont vraiment
en grosse quantité. C'est dans ces cas-là. Alors, il y a de multiples causes, on les a déjà évoquées. L'alimentation, d'accord. Mais en plus, on peut avoir, justement, dans le domaine qui me concerne, qui est le domaine ORL, des infections qui peuvent atteindre les amygdales, donc les angines. Dans le public, il y a plein de patients qui se plaignent de sécrétions au niveau des amygdales, qui sont comme des grains de sable. Jaune. Voilà, qui ont très mauvaise odeur, qui sortent des amygdales et qui embêtent beaucoup de jeunes femmes, surtout la population des sécrétions des amygdales. Pourquoi ça embête plus les jeunes femmes? Oui, Comment? Pourquoi ça embête plus les jeunes femmes? Parce que la population féminine, elle est plus atteinte. Ah bon? Dans deux de gueule. Il n'y a pas d'explication scientifique. Et donc, parfois, on est obligé d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire d'enlever les amygdales. Pour ces problèmes de mauvaise haleine. Donc, tout ce qui peut atteindre au niveau de la bouche les amygdales, bon, il y a d'autres atteintes aussi qu'on peut traiter. Ce qu'il faut savoir aussi, ce que je voudrais préciser, c'est que la grande majorité des problèmes de mauvaise haleine, c'est quand même la bouche. Nous, comme ORL, docteur Aoussou, mon collègue comme gastro-entérologue, on en voit, d'accord, mais le grand paquet de problèmes, c'est véritablement la bouche et surtout la langue. Il y a 40%, oui, parce que sur la langue, il y a 40% de bactéries. Il faut savoir que nous tous, on a des bactéries naturelles dans la bouche. C'est ça qui nous sert justement à dégrader ces résidus alimentaires. Comment? Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire? Je disais que c'est le milieu où il y a le plus de bactéries dans l'organisme. Au niveau de la langue. Au niveau de la langue. D'accord. Donc ça, c'est un élément important. D'accord, ok. Alors, en tant qu'ORL, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui ont la sinusite? Comment? La sinusite. Oui. Est-ce qu'il est dit que les gens qui ont des problèmes de sinus, est-ce que c'est vrai? C'est ce que je précisais. On a les infections des angines, ce qu'on appelle les amygdalites, qui peuvent donner ce caséum, ces petits grains de sable qui sentent très mauvais et qui peuvent donner mauvaise haleine. Une deuxième infection qui est fréquente, parce que la population ivoirienne, elle a un problème de rhinite allergique ou de sinusite qui est fréquente. Le tiers de la population ivoirienne, le tiers. Et c'est pareil pour la mauvaise haleine. Le tiers de la population aussi a mauvaise haleine. Oui. Le tiers de la population. Bien sûr, et je vais même vous dire, 50% de la population occidentale, puisqu'il y a des statistiques qui ont été vraiment faites en Occident, très précises, 50% de la population ont des problèmes de mauvaise haleine de façon récurrente, intermittente ou permanente. D'accord? Parce qu'on peut avoir des problèmes d'haleine pendant quelques jours, pendant quelques heures, et que ça ne soit pas permanent. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut savoir. Et j'insiste là-dessus parce que nous, en tant que médecins, on ne voit pas beaucoup de femmes ou d'hommes qui viennent chez nous se plaindre de cette mauvaise haleine. Donc, ce sujet que vous abordez aujourd'hui, moi, j'estime que c'est un sujet véritablement quotidien. C'est un sujet important, mais tabou. C'est ça, exactement. Quand tu as la mauvaise haleine, tu t'en rends pas compte. C'est ça, exactement. Quelqu'un a une mauvaise haleine, la personne ne sait pas qu'elle a une mauvaise haleine. En fait. Oui, docteur dentiste, dis-nous. Disons qu'il y a beaucoup de types de mauvaise haleine. Déjà, on a parlé de la mauvaise haleine au réveil, qui est donc physiologique. Ça, c'est tout le monde. C'est tout le monde, voilà. C'est ça? Ça, c'est tout le monde. Voilà, c'est tout le monde. D'accord. Et ça, quand tu te brosses, ça passe. Voilà. Donc, c'est pas comme dans les films américains, on se lève, on s'embrasse un coup. Non, non, vraiment. Ok, très bien. C'est une blague, quoi. Il y a un gars là, mec, Ah, ben c'est ça, oh. Il y a un tonton là, même monsieur, il pointait sur une fille là. Deux, je lui ai dit, lui, il aime les câlins. Lui, il est pressé de dormir. Qu'elle matin, il veut l'embrasser. Elle m'a dit que ça ne va pas. Ça va bon. Ok. Donc, il y a cette mauvaise haleine-là. Après, il y a la mauvaise haleine qu'on dit... Déjà, il faut savoir que la mauvaise haleine, c'est l'halitose. Voilà, c'est le nom scientifique. Il y a l'halitose vraie. C'est-à-dire que tu sais que tu as une mauvaise haleine. Nous savons, nous tous, que tu as une mauvaise haleine. Il ou elle savent. Voilà. En fait, tu confirmes, tout le monde confirme que tu as une mauvaise haleine. Voilà. Après, il y a ce qu'on appelle la pseudo-halitose, la litophobie. Ce sont des patients, en fait,
qui jugent qu'ils ont une mauvaise haleine, mais qui n'est pas perçue par les autres. Qui ne l'ont pas, effectivement. Oui, voilà, qui ne l'ont pas, effectivement. Voilà, mais dans le cas de celui qu'on appelle un peu, qui a un peu la pseudo-halitose, lui, à force de lui expliquer, de mener peut-être des thérapeutiques et tout, ça a tendance à passer. Mais pour l'halitophobie, quelqu'un qui souffre d'halitophobie, c'est un peu un trouble psychique. En fait, il est convaincu, tu auras beau faire tout ce que tu veux, toutes les thérapeutiques et tout, toi-même, tu ne perçois pas, l'entourage ne perçoit pas, mais il est convaincu, il a une mauvaise haleine. Moi, je suis d'accord avec le docteur Aoussou qui disait tout à l'heure qu'il y a de la nourriture qui peut rester bloquée, c'est ça, dans le corps, que le corps ne digère pas totalement les aliments. Mais comment ça se fait alors qu'on sait que quand on mange, bon, ça va dans l'œsophage, l'estomac, ensuite ça va dans l'intestin et ensuite on évacue. Mais c'est possible qu'il y ait de la nourriture qui reste coincée dans le corps? En fait, en termes de nourriture, c'est-à-dire que la nourriture suit un processus. Oui. Ça suit un processus. Alors, la nourriture peut être bloquée, peut rester dans le corps, par exemple, parce qu'il y a un obstacle. C'est tout un tube, hein, c'est un tuyau. Il peut y avoir un obstacle à un niveau quelconque. Quand c'est l'intestin, on parle d'occlusion. Quand c'est l'estomac, on parle de... Voilà. Et ça peut faire que la nourriture stagne. Et ça va provoquer vraiment une mauvaise odeur, mais qui est accompagnée d'autres symptômes et qui, avec le temps, vont s'aggraver et emmener le patient à venir consulter. Ce ne serait pas la mauvaise odeur qui serait la cause de sa consultation. Ce serait plutôt des douleurs au ventre, des vomissements, etc. Maintenant, l'autre versant qui est les gens qui ont des problèmes, comme on dit souvent, de colopathie, c'est un mot que tout le monde connaît, de colopathie, qui font qu'ils ne digèrent pas bien, qui font qu'ils sont souvent constipés, qui font qu'ils ont parfois beaucoup de gaz. Et ça aussi, en fonction de la population de microbes qu'on a dans le ventre, ça peut provoquer de la mauvaise haleine, parce que ça va surproduire les éléments volatiles dont parlait tout à l'heure Dr Elamine, qui vont ressortir et qui vont être responsables de cette mauvaise haleine. Tout à l'heure, Yacine parlait de constipation. Alors, j'aimerais justement, c'est ça que j'ai parlé. Yasmine, ma chérie, si tu permets, je voulais juste revenir à ce qu'elle avait dit tout à l'heure pour le diagnostic. C'est très important, ça aussi, pour les téléspectateurs. Et surtout le fait, j'insiste là-dessus, que c'est encore un sujet tabou et que c'est bien d'en parler parce qu'il faut inciter justement les téléspectateurs à aller consulter, à aller voir les médecins, à en parler parce que c'est important. Le diagnostic, pour vous en parler, je vais vous raconter une anecdote. Pendant la période du Covid, les gens ont porté le masque. Et plein de personnes se sont rendues compte qu'ils avaient mauvaise haleine. Pourquoi ? Parce qu'avec le masque, vous expirez, mais vous respirez, mais vous allez reprendre ce que vous avez expiré par le nez. Et donc, beaucoup de gens ont consulté parce qu'ils se sont rendus compte, avec le masque, qu'ils avaient mauvaise haleine. Mais le diagnostic, il est assez facile. C'est-à-dire, assez souvent, nous avons tous le réflexe de mettre la main, de souffler et de sentir, d'accord ? Il y a même des instruments scientifiques pour mesurer un peu ces substances volatiles qu'on appelle les halitomètres. Mais sinon, il y a un test qui est vraiment objectif et qu'on peut faire, c'est avec le bout de la langue, mettre un peu de salive sur l'intérieur du poignet, d'accord ? Vous mettez la langue avec la salive, vous laissez 10 secondes sécher et vous sentez. Si vous sentez et qu'il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas d'halitose. Mais si vous sentez et que vous sentez qu'il y a une odeur, c'est qu'il y a un problème d'halitose. C'est un test objectif. Alors, souvent, c'est dans la chambre de quelqu'un, mon vieux. Oui, non, on avait quelqu'un comme ça. Mais excusez-moi, il y a une amie qui a dit qu'elle connaissait quelqu'un. Parce qu'écoute, on a peur de Facebook maintenant. Et le monsieur bavait. Mais son tête, c'est sa tête d'oreille. Qui avait des dents, surtout quand c'est l'hiver, là. Ah, bâtard! Tu as mis chauffage à côté, tu es dans la merde, bon, bref. Alors, ce que je veux dire, c'est que j'ai entendu comme ça, lorsque j'étais étudiante en France, que les nourritures fumées, comme le poisson pourri, le adjuvant, le poulet fumé, le poisson fumé, toutes ces choses-là aussi pouvaient être un souci. Bon, cancérigeux, c'est vrai, mais aussi poser des problèmes au niveau... Peut-être de la laine. Au niveau de la laine. C'est vrai, ça? Est-ce que c'est vrai? Je voudrais vous demander. Tous les fumées qu'on aime manger, là. Les aliments qui ont pourri longtemps.
Moi, je adjuvant, déjà, ça sent pas. Non, je veux dire, mais adjuvant, tu vas pas le croquer. Non. Dans la sauce, tu vas pas forcément le sentir Est-ce qu'après, tout ça, ça fait qu'on a... Oui, mais ça peut. Comme les fromages, vous avez d'excellents fromages qui dégagent des odeurs incroyables, mais bon, qui sont bons à manger. Et l'alcool aussi. Mais qui peuvent poser un problème. L'alcool aussi. L'alcool, le tabac, le café. Tout ça, c'est... Le café, ça, je sais. Et puis tout ce qui est alimentaire, surtout ail, oignon. Donc il y a des facteurs favorisés. Mais la pâte à l'ail qui est tant aimée par le peuple ivoirien. La pâte à l'ail des shawarma. Mais tout ça, ce que je constate, oui, mais ça, que... c'est toujours transitoire. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est que le fromage et tout ça, on peut le manger, mais ça ne donne pas une mauvaise haleine permanente sur le long terme. C'est juste vraiment là, juste un peu. Après, quand tu t'es brossé ou bien quand pendant 2 jours, tu n'as pas mangé, c'est fini, ton haleine revient. Absolument. D'accord. Ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'on guérit de la mauvaise haleine permanente? Comme la dame qui nous a envoyé son audio, est-ce qu'elle peut guérir de ça? Parce qu'elle ne sait pas, c'est pas la bouche son problème, c'est ailleurs. Est-ce qu'il y a des traitements spécifiques pour les personnes... Moi, personnellement, en tant qu'ORL, le message que je voudrais passer, mes collègues vont me compléter, mais le message à passer pour les téléspectateurs, il n'y a pas de remède miracle. D'accord? Sur une véritable halitose, oui. Alors, ce que je viens de dire est très pessimiste, mais moi, je suis médecin. Moi, mon rôle, avec mes collègues, c'est de guérir les malades, c'est au moins de les aider à régler ces problèmes. Moi, je veux dire avec force, il y a des solutions. La solution, c'est pas de rester dans son coin, de ne pas oser en parler. Il faut aller consulter. Il y a plein de domaines. Si vous avez une super hygiène bucco-dentaire, ça peut régler la majorité des problèmes. Si vous faites une consultation gastro et qu'on règle le problème de reflux acide, par exemple, ou de mauvaise digestion, ça va améliorer les choses. Si vous venez chez l'ORL et que vous réglez vos problèmes d'angine à répétition ou de sinusite permanente chronique, et là je viens de vous dire que le tiers de la population a des problèmes d'allergie et de sinusite, quand vous traitez tout ça, vous réglez la majorité des problèmes. Maintenant, il n'y a pas de remède miracle, c'est pas complètement définitif, mais dans la majorité des cas, vous réglez le problème. Donc on reste optimiste, mais il faut en parler autour de soi, il faut en parler à son médecin et il faut aller consulter pour essayer de trouver des solutions. Vous êtes ORL, on parle aujourd'hui de la mauvaise haleine, mais on parle aussi des gens qui respirent, qui sont à côté de vous, mais lorsqu'ils respirent, vous sentez vraiment une mauvaise odeur. Est-ce que c'est en rapport avec... C'est le même mécanisme. Docteur Aoussou l'a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a l'hygiène bucco-dentaire, ça c'est une haleine directe, d'accord? Mais il y a plein d'éléments qui font que, par exemple, ce qu'on peut digérer dans la digestion, ensuite ça passe dans le sang. Et après le sang, ça revient au niveau de la circulation des poumons, d'accord? Et avec les échanges gazeux qui se font au niveau des poumons, ça ressort dans l'air expiré. Ça n'a rien à voir avec les odeurs des selles. Parce que vous savez, aujourd'hui, la majeure partie de la population ivoirienne, tu ne peux pas préparer un plat s'il n'y a pas d'oignon dedans, comme on dit, ou bien s'il n'y a pas d'ail. Donc, est-ce qu'il faut réduire sa consommation d'oignon et d'ail? À quelle fréquence on doit manger ça? Je pense qu'il ne faut pas être alarmiste non plus. L'oignon, l'ail, il est hors de question ici de dire qu'il ne faut plus en manger. Absolument. Pas du tout. Bon, déjà, lorsque c'est mangé cru, ça favorise. Ça favorise la mauvaise odeur. Comme dans le garba, comme ça. Voilà. Cru, en salade. Voilà. Donc déjà, quand c'est en les cuisinant, ça permet déjà de réduire un peu le problème. Et puis, il y a l'autre chose qui est claire dans tous les domaines de la vie et de la santé, c'est l'excès. Dès l'instant où on est en phase d'excès, on provoque des problèmes. D'accord, très bien. On va marquer une pause publicitaire, c'est la 2e de cette émission et on se retrouve pour la 3e partie. À tout de suite. Docteur Eounou Romuald, docteur Elamine Milad et docteur Aoussou Dieko Henry sont avec nous aujourd'hui.
On parle de mauvaise haleine. Et là, c'est la troisième et dernière partie. Mais il y a une question, en fait, qui me taraude l'esprit. C'est quand tu embrasses une personne qui a la mauvaise haleine. Est-ce que tu peux prendre ça? Est-ce que c'est contagieux? Est-ce que tu peux embrasser quelqu'un qui sa bouche sent? Mais c'est dur, hein? Eh, Seigneur. Mais parce que souvent, tu ne sais pas que la bouche sent. Souvent, tu ne sais pas que la bouche sent. Puis c'est quand tu as fini de l'embrasser que tu fais comme ça. Tu réfléchis. Non, tu fais comme ça. Non, mais dans la majorité des cas, non. Mais il est certain que si la personne, en l'occurrence l'homme ou la femme, ont mangé de la pâte d'ail 10 minutes avant, c'est sûr qu'avec un baiser, vous allez prendre, c'est certain. Mais vous allez prendre l'odeur aussi. Pendant quelques instants, c'est tout. Ça fait très bien. En Côte d'Ivoire, ici, là, pour moi, c'est menti. Chaque fois qu'on mange, en tout cas, comme le monsieur a dit, je ne vais pas donner de statistiques, mais les gens ont des problèmes de digestion. Souvent, tu es là, tu as tout mangé, ton ventre te fait mal, ou bien la nourriture est restée ici. On dit non, il faut boire vinaigre de cidre, l'eau chaude. Il y a des petits trucs comme à la menthe, on vend au supermarché. Là. On dit qu'il faut mettre dedans, ça va faire que la nourriture va tomber. On a tous ce problème. Il vient ici, là, tu n'arrives pas. Un coup, quand tu prends, tu rotes un coup, ça passe. Tout ça, ça fait partie des odeurs ou bien comment? Non, ce n'est pas forcément de l'odeur. Non, mais parce que comme vous avez parlé de problème de ventre, est-ce que par rapport à ça, si on voit que plusieurs fois on a ce genre de problème, on doit aller vite se... Non, ce n'est pas tous les problèmes de ventre qui donnent la mauvaise haleine. Ah, d'accord. Ce n'est pas tous les problèmes de ventre. C'est des problèmes de ventre assez sérieux et qui évoluent dans le temps. Comme le ballonnement. Voilà, quelqu'un qui reste longtemps ballonné peut avoir un problème d'halitose. Mais vous pouvez... Est-ce que, alors je vais même un peu plus loin, hein, est-ce qu'une personne qui a une mauvaise haleine lors d'un rapport sexuel peut donner une infection à la femme, surtout si c'est un homme, par exemple, qui embrasse ou qui veut descendre à la Voilà, cave, c'est ça, surtout ça, par la cave, exemple, ouais. est-ce qu'il peut créer une infection à la femme Descendre à la s'il lui fait cave. voilà. Non, a priori, non. A priori, Ah non. ouais? A priori, non. Peut-être que c'est juste Si que la la... mauvaise haleine, c'est pas, ça peut, vous dites que c'est des enzymes et tout, ça crée des infections, si ce n'est que la mauvaise haleine, non. S'il a une infection, lui, il peut aller se prendre des infections. Voilà. Et lui, il a... Parce que si lui, il a une infection locale, il peut... Mais attends, tu veux parler de... Non, il y a une histoire qu'on nous a écrite comme ça. Oui, c'est une histoire à raconter, mais il faut qu'elle s'explique bien. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, tu peux prendre des infections au niveau de la bouche. Donc, en allant à la cave, toi, tu prends l'infection. Je ne dis pas de ne pas faire, mais j'ai une anecdote. En fait, c'est un de nos professeurs qui nous racontait une histoire avec l'un de ses patients. En fait, le monsieur est venu consulter pour des problèmes au niveau des gencives et tout. Donc, de là, puisqu'ils ont essayé pas mal d'antibiotiques, et ils ne trouvaient pas vraiment le germe responsable. En tout cas, ça ne marchait pas tellement. Ils ont eu l'idée de faire un genre d'examen pour déterminer en fait ce germe. Oui. Et là, ils ont trouvé donc une bactérie qui n'est retrouvable que là-bas. Que où? À la cave? Là, et du coup, il a fait un commentaire là-dessus. Du coup, on s'est dit, bon, voilà. Oh my God! Attention, ça peut aller. C'est ça que je dis. Alors, votre histoire est bonne. Il y a une inspiration. C'est une anecdote un peu des femmes d'ici. C'est notre spécialité. Alors, la femme est en train de faire les choses avec son mari. Et chaque fois, elle disait à son mari, bébé, je ne vais pas t'embrasser. Et le monsieur se fâchait. Mais il est très dangereux quand il descend à la cave. Alors, qu'est-ce que la dame a fait? Elle n'a rien dit ce jour-là. Elle a laissé, il est descendu à la cave et il salivait même, il était truc. Elle a fait comme ça. Depuis, elle a fait le monsieur rend. Ça on entend parler depuis là, on parle béco là. Non, est-ce que c'est normal? Ça me fait bizarre. On n'a pas compris, mais répétez. Non, c'est bon, moi, je voulais qu'on revienne. Docteur Alamine voulait non, mais dans tous les cas, les infections, on peut les avoir en haut, en bas, partout. Quand il y a des infections, il est certain que l'un peut contaminer l'autre. Il y a le problème des gencives aussi. Oui, mais il peut y avoir des gingivites. Ça, ça fait beaucoup. Vous le voyez avec une bouche pleine de plaies. Je n'ai pas parlé, mais qui doit être connue. C'est les problèmes au niveau de la gencive. Qui peut être responsable de mauvaise haleine. Donc déjà, il y a la gingivite, l'inflammation de la gencive. Tu peux remarquer ça quand tu te lèves le matin, tu as du sang dans la bouche. Bien même quand tu te brosses, tu saignes. Voilà, ça c'est un signe d'alarme que vous envoie votre gencive pour vous dire attention, là, il y a un problème. Quand vous ne réagissez pas au niveau de la gingivite, vous passez à un autre stade aussi qui peut créer la mauvaise haleine, ce sont les parodontites. Donc là, à ce moment-là, tous les tissus qui doivent tenir la dent en bouche sont attaqués par les bactéries et la dent commence à bouger et fait sa chute tout
toute seule. Okay. Et c'est généralement ça qui arrive à nos parents. Et on se dit, bon, c'est la vieillesse. Ça n'a rien à voir avec la vieillesse. C'est une question d'hygiène, de bactéries, de maladies. Donc, j'ai mon genou. Je suis vieux, mon genou a vécu. Je ne peux plus courir. Mais ça n'est absolument pas logique que mon pied se détache et tombe. Donc, quelqu'un qui a une dent qui tombe, ça n'a rien à voir avec la vieillesse. C'est une maladie. Voilà. D'accord. Justement, je voulais qu'on revienne sur la façon de prendre soin de sa bouche et de son haleine. On a parlé du choix de la brosse, du dentifrice et tout ça. Mais c'est quoi les gestes? Est-ce qu'il faut rajouter à ça du fil dentaire, des bains de bouche? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement au quotidien pour entretenir son hygiène? Au quotidien, que ce soit pour l'haleine ou bien les caries, parce que le docteur l'a précisé, même avec des bourrages alimentaires, on peut avoir de la mauvaise haleine. Donc, il faudrait aussi avoir l'habitude de passer le fil dentaire. Voilà. Et puis, le bain de bouche, je ne suis pas vraiment OK avec ça tout le temps. Parce qu'il faut savoir que le bain de bouche, c'est vraiment un antiseptique. Dans la bouche, on a des bactéries qui nous aident et qui doivent se trouver là pour empêcher justement la prolifération de mauvaises bactéries. Donc, tout le temps, en train d'utiliser le bain de bouche, vous allez éliminer complètement toutes les bonnes bactéries. C'est comme avec les dames. On leur demande de ne pas faire trop de toilettes parce qu'il y a une flore là-bas qui mérite d'être protégée. Parce que voilà, quand le mauvais microbe arrive, voilà, ce sont ces microbes-là qui, on peut dire, pour question des territoires, se battent un peu pour protéger l'endroit. Donc, c'est pareil dans la bouche. Si tu passes ton temps à faire de bonnes bouches, vraiment, tu vas éliminer tous ces microbes-là. Et quand le mauvais microbe arrivera, il aura changé. À quelle fréquence il faut consulter un dentiste? Il faut consulter un dentiste au moins une fois dans l'année. Sinon, chaque 6 mois. Ouais. Okay. Et les cure-dents? Alors, oui, justement. Ça, c'est dramatique, en fait, pour la gencive. Il ne faut même pas faire. Même avec les fils dentaires, vraiment là, je le dis, mais faut faire attention qu'on passe le fil. On ne va pas aller blesser la gencive là-bas. Parce que vraiment, la gencive, c'est comme... très susceptible, en fait. C'est-à-dire que dès que tu la touches, tout le temps, elle va se dire, bon, là apparemment, tu veux passer, donc je vais m'éloigner. Donc, si vous utilisez un pic, voilà, un cure-dent parce que vous avez un bourrage alimentaire, mais à force de le mettre, la gencive va se dire, bon, là, il veut passer, donc je me rétracte. Quand la gencive va se rétracter, le trou augmente. Les aliments restent là-bas. Toi aussi, tu mets le pic. Donc, tu te retrouves dans un cercle vicieux, donc tu ne sortiras jamais. C'est pas de ce cure-dent-là, c'est le cure-dent... C'est ça, le cure-dent normal, mais il y a le cure-dent aussi. Le gourou, là. Alors, on change la brosse. Alors là, on est dans les solutions, parce qu'on sera bientôt à la fin de l'émission, donc on va aller dans les solutions dans chaque spécialité. On se brosse les dents combien de fois par jour et on change sa brosse à dents combien de fois? En tout cas, alors, il faut se brosser les dents au moins 2 fois par jour après les repas. D'accord. Vraiment, parce que j'ai beaucoup de personnes, vous les rencontrez, ils disent, bon, je me suis brossé, mais tu ne t'es pas brossé. Parce que le brossage que tu as fait, c'est quand tu t'es levé. Oui. Si on fait un petit parcours, tu t'es levé le matin, tu t'es brossé les dents. Le matin, tu as mangé, tu as peut-être grignoté à 10 h, à midi, tu as mangé, tu as pris goûter, tu es allé te coucher. Quand tu te réveilles, tu ne dois pas t'étonner que ça ne sente pas la rose, là. Et puis, tu t'es pas brossé toute la journée parce que tes dents sont restées sales jusqu'à ce que tu ailles te coucher. Donc, minimum 2 fois par jour après les repas, ce qui ne vous empêche absolument pas, si vous êtes à la maison le week-end, de vous brosser après le repas de midi. Parce que ça m'a fait penser à une anecdote. C'est un patient qui est venu consulter pour des problèmes. Il avait vraiment des problèmes de parodontite, etc. On a fait des traitements. Donc, il était censé prendre vraiment soin de sa bouche. Mais quand il est revenu pour un contrôle, ce n'était pas le cas. Et quand je lui ai posé la question, sa réponse a été que s'il se brosse autant de fois que j'ai dit, chez lui à la maison, ils vont penser qu'il se prend un peu trop. Aïe. Ah ouais? Bon, c'est la réponse que j'ai eue. Du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est le problème, en fait. Si toi, tu as des problèmes, en fait, toi, c'est absolument impossible. Tu dois te brosser 2 fois par jour après le repas. Si tu considères que tu dois... Et c'est pour ça qu'il a des... Voilà, et quand il faut changer la brosse à dents, au moins 3 mois, c'est maximum. Mais je dis, c'est pas forcément 3 mois. Parce que déjà, on dit 3 mois parce que vous savez que la brosse à dents retient les bactéries. Quand vous finissez de vous brosser, vous ne faites que rincer la brosse à dents. Ce n'est pas une méthode de désinfection suffisante. Donc, au bout de 3 mois, vous rajoutez des microbes dans vos bouches, en fait. Très bien. Et au niveau des poils,
Si avant les 3 mois, tu sens que c'est les poils là, les poils ont commencé à changer, voilà. Mais souvent, là, quand tu vas dans la salle de bain, on est beaucoup là. Tu reconnais ta brosse à dents, puis brosse à dents, pas la même. Tu sais que l'autre a payé pour lui à nouveau. Ça dépend de comment pour toi elle est penchée. Alors, avant de continuer, on a l'audio encore de cette dame qui nous dit à quel point est-ce que son cas est dramatique. On va écouter. Cela a touché aussi mes filles, ma deuxième fille. Quand elle vient me faire à tout, oh non. Donc, j'ai comme ça me soucier même plus parce qu'eux, ils sont des enfants. Alors, si ça, c'est comme ça. Et si ils grandissent, ça, ils pourront avoir des amis. Donc, j'ai commencé à les faire prendre. Ça veut dire que tous les matins, je les mets sur un pot parce qu'elles étaient constipées aussi. Elle doit se concentrer. Même si ça ne vient pas, elle doit se concentrer. Tous les matins. Donc, depuis que j'ai commencé à faire ça maintenant, les petites filles, là, elles vont tous les... C'est-à-dire que chaque jour, elles vont aux toilettes. Ça fait qu'elles n'ont plus ce problème. Dieu merci. Ça va pour eux, là, ça va. C'est pour moi, là, maintenant. Puisque moi, j'ai duré dedans, je ne savais pas. Voilà. Voilà. Docteur Elamine, vous allez nous répondre d'abord avant d'aller sur les solutions. Est-ce que c'est héréditaire, le problème de bouche, la laine? Parce qu'elle, en fait, a dit que ses enfants... Non, a priori, il n'y a pas de caractère héréditaire, mais il y a toujours ce qu'on appelle un caractère familial. D'accord? C'est-à-dire, quand on parle de caractère héréditaire, c'est vraiment dans les gènes, dans les chromosomes. Ce n'est pas le cas, mais il y a toujours un caractère familial. C'est-à-dire que quand il y a plusieurs cas dans la famille, ben, on a tendance à retrouver ce problème de mauvaise haleine. Le même type d'alimentation, en fait, le même type de... Enfin, les mêmes les habitudes de brossage d'hygiène. Rajouter quelque chose? Ah oui, si, pardon. Aïe, ça vient dans ma tête. Souvent, quand tu te rends dans certains pays, je n'ai pas dit le nom, les gens mangent matin avant de se brosser. Oui. Donc, on doit manger matin la bouche qui s'en va de se brosser. Exactement. Et ça n'aggrave pas odeur de gueule. Non, pas du tout. Il faut manger avant de se brosser matin. Pas parce que, justement, ici, on ne le fait pas parce que, généralement, très peu de personnes mangent à la maison avant de sortir. Donc là, obligé, tu vas te brosser les dents le matin avant de partir. Parce que si tu manges avant de te brosser, on dit que tu es sale. Non, mais il faut le faire le matin. Vous vous levez, vous rincez la bouche grandement à l'eau. Ça réduit déjà les odeurs et tout. Vous mangez, ensuite, vous brossez les dents. Très bien. Docteur voulait rajouter quelque chose sur ce qu'on a dit, le caractère héréditaire? Non, c'est juste pas du tout. En fait, c'est, comme a dit le docteur Elamine, c'est une question familiale, une question, parce qu'on a une grande part de population microbienne, ce qu'on appelle le microbiote, qui intervient dans la mauvaise haleine. Et le fait de tout partager, surtout dans nos habitudes ici, chez nous en Afrique, de tout partager, les récipients, les ustensiles, etc., ça peut favoriser, ça peut mettre à niveau les populations microbiennes et faire que dans certaines familles, dans certains environnements, on a des problèmes de mauvaise haleine. Ah bon? Mais ce n'est pas quelque chose qui est inscrit dans le patrimoine génétique, c'est quelque chose qui arrive, qui arrive dans la vie. Est-ce que c'est contagieux? Très bien. Est-ce que si quelqu'un a une mauvaise haleine, qu'elle a l'habitude de manger dans le même plat qu'une autre personne, est-ce que ça peut contaminer? Alors, ça dépend. Tout ce qui est contagieux, ça fait appel à de l'infection. Oui. Et ça dépend du germe, donc du microbe, et du mode de contamination du microbe. Vous voyez qu'il y a plusieurs modes. Il y en a qui se transmettent par la salive. On a le corona dont on vient de Enfin, on ne s'est pas séparés, mais qui nous a traumatisés, qui se transmettent ne serait-ce que par la respiration. On a l'Ebola par la main. Ça dépend du microbe en question. D'accord. Monsieur, mais là, c'est le mois de Ramadan. Et dans beaucoup de familles, quand les gens vont couper le Ramadan, pour montrer vraiment l'unité, on va mettre les assiettes, on va servir le riz, la sauce, les gens vont laver leurs mains à l'eau et ils vont manger. D'autres, quand ils mangent, au lieu de manger comme ça, il y a d'autres qui mangent, ils lapent derrière, dedans, ils remettent encore dans l'assiette. Ouais, ça peut créer des maladies, mais autres même que ça. Même. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bon, ça, c'est des gens qui n'ont pas appris dans l'enfance à manger en communauté avec la main, parce que ça s'apprend. Il y a des règles. En se léchant les mains, en remettant dans... Non, c'est pas bien. D'accord, très bien, oui. Moi, je voulais juste revenir un tout petit peu sur les dents, l'hygiène bucco-dentaire. Je veux juste réinsister sur le brossage, avec l'autorisation du docteur Eounou, sur le brossage de la langue. C'est-à-dire, tout à l'heure, j'ai insisté sur le fait que 40% des problèmes d'hygiène bucco-dentaire, c'est la langue. Donc, il ne faut pas hésiter, et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas vraiment, à se brosser la langue pour justement se débarrasser souvent d'un enduit avec des bactéries. Oui, mais ça avec vraiment, je veux dire, c'est-à-dire que si vous utilisez une brosse à dents à poil souple,
évidemment, si on considère que c'est la langue qui est là, vous faites des mouvements circulaires assez doux. Il ne faut vraiment pas être agressif. D'accord. Je crois bien, docteur Ounou, c'est surtout l'arrière de la langue. Oui, aussi. C'est la partie la plus concertée. Parce que généralement, ici, les gens le font. Mais quand on tire vraiment la langue, l'arrière peut être très chargé. Si vous n'y arrivez, on ne vous dit pas aussi de mettre la langue dans la bouche. Monsieur, quand on fait ça le matin, on fait quoi? La petite est mourir bien. Un réflexe nauséeux, ça, bon, c'est compliqué. Mais sinon, il faut aller jusqu'à la limite, en tout cas, pour vraiment... Très bien. On est déjà à la fin de l'émission. Je vais prendre quand même les conseils. On a pris les conseils du dentiste. Même si j'ai quand même une dernière question, est-ce que le fait de se partager les brosses à dents entre monsieur et madame... Oui, ça même, c'est pas quelque chose qui est faisable dans la mesure où... Vous séparez les éponges... Mais vous vous embrassez tous les jours, vous pouvez aussi... Non, mais c'est pas pareil. D'accord, oui, docteur. Vous séparez déjà les éponges, les serviettes, les instruments d'hygiène. Les brosses à dents, c'est pareil. Hein. Très bien. Chacun a ses microbes. Oui, mais c'est vrai qu'on s'embrasse et tout, mais souvent, tu vas dormir chez ton garde. gars, et puis il n'y a pas bosse dans la maison, mais le petit... Voilà, enfin, je dis pas. On est sur les solutions maintenant. L'amour ne protège pas des microbes. C'est bien dit ça. Le sida. En tout cas, docteur Elamine, quelles sont les solutions que vous pouvez dire côté gorge, nez? Moi, je voudrais insister auprès des téléspectateurs, surtout, donc, d'aller consulter, d'aller voir le dentiste. Oui. Parce que l'hygiène bucco-dentaire est capitale. D'aller voir le gastro-entérologue. Parce qu'assez souvent, on a des problèmes de colopathie, de digestion, qui peut créer ces problèmes-là, de reflux. Et puis d'aller voir l'ORL, parce que souvent, on a des problèmes d'écoulement postérieur, d'angine, de sinusite, qui créent ces problèmes-là. D'accord. Et dire à tout le monde qu'il y a des solutions. Que c'est un problème qui est complexe, il n'y a pas de traitement miracle, mais il y a plein de solutions. Et d'ailleurs, les gens connaissent un tout petit peu ces solutions. Quand ils utilisent des bains de bouche avec du bicarbonate de soude, la menthe, le persil, il y a plein de petits remèdes qui peuvent aider. Mais n'hésitez pas à consulter pour aller voir si derrière, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a des problèmes comme le diabète, il y a des problèmes comme le cancer, il y a d'autres problèmes pathologiques, insuffisance hépatique, insuffisance rénale, on ne va pas rentrer dans tout ça, qui peuvent créer ou qui peuvent se manifester par des problèmes de mauvaise haleine. Très bien. Consulter, quoi. D'accord. Dites-moi, docteur Dieko. Je pense que le docteur Elamine a tout dit. J'insiste vraiment sur la nécessité de consulter parce que il y a des causes, on va dire, banales qui sont sans gravité. Par contre, comme on l'a dit, ça peut cacher un cancer qui pourra être vu. On sait que le cancer, c'est une course contre la montre et que plus tôt c'est vu, mieux c'est. Donc, c'est primordial de ne pas se sentir complexé et d'aller consulter pour pouvoir déjà retrouver la cause, éliminer ce qui peut être grave et puis apporter des solutions. Et il y a un autre aspect qui est très important parce que les conséquences en sont dramatiques, c'est surtout la pseudo-halitose, la personne qui est convaincue qu'elle a une mauvaise haleine. Et c'est dramatique parce que vous avez des gens qui détournent le visage même pour parler. J'ai reçu une patiente qui a complètement arrêté de travailler et c'est dramatique alors que ce n'est pas forcément un problème de mauvaise haleine. J'en connais effectivement. D'accord, très bien. Merci beaucoup, docteur. Merci d'avoir été avec nous. Je pense qu'on a énormément appris, nous, sur ce plateau, et les téléspectateurs aussi. Allez consulter, on vous invite à aller consulter. Et ces spécialistes-là, bon, ils ne sont pas à votre disposition, mais quand même, ils sont disponibles. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup, les filles. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Presséa, partagez des moments fruités.